Et on va pouvoir corriger cette activité. Alors, c'était à la page 345. Par contre, je vous avoue un truc, c'est super stressant de faire court et qu'il y a fait un bruit autour. Comme quoi. Là, vous êtes 17. Ok, Caro. Alors, relation vérifiée par une anticonvergence. Ici, c'est un TP, normalement, pour lequel vous allez vérifier, vous allez retrouver la formule de conjugaison. Normalement, on le fait plutôt en... C'est un protocole pour retrouver la formule de conjugaison. Là, c'est plus pour la vérifier. Et il y a un paramètre particulier qu'il va falloir comprendre. C'est simplement comment est-ce qu'on transcrit des données expérimentales en des données numériques pour prouver la validité d'une relation mathématique. Euh, alors, donc on vous présente dans des documents des principes et notations. On vous rappelle la notation algébrique. Donc, suivant un axe, on peut avoir des longueurs et ces longueurs peuvent être négatives suivant comment on s'oriente sur l'axe. Et donc, c'est ce qu'on appelle les valeurs algébriques. On vous rappelle la relation de conjugaison et la relation de grandissement, et c'est ça, surtout la relation de conjugaison, qu'on va essayer de prouver. Et on fait une liste du matériel. Donc la liste du matériel, c'est un banc optique. Malheureusement, vous n'avez toujours pas vu ce que c'était qu'un banc optique. Euh, c'est simplement une grande règle sur laquelle on peut poser différents éléments optiques sur ce qu'on appelle des cavaliers. Et sur ces éléments des cavaliers, on va placer des lentilles, des écrans, des sources lumineuses, des choses comme ça. Si on revient un jour en classe, je vous montre. Euh, la source de lumière, c'est la lumière blanche, tout bêtement. Et normalement, vous avez pu faire cette activité grâce à un simulateur. À chaque fois que qu'on peut essayer de faire des activités TP expérimentales qui peuvent être simulées informatiquement, si je trouve un simulateur, bah, on va faire là-dessus, tout bêtement. C'est pas peut-être mieux, mais c'est toujours mieux que rien. Alors, première question, faire un schéma du modèle utilisé sans souci d'échelle, en plaçant les points caractéristiques de la lentille, O, F, F', et un objet AB. Donc ça, c'est le classique. Le petit temps. Moi, j'ai intitulé ça modèle de la lentille convergente. Modèle de la lentille convergente. Alors, quand on veut faire un schéma, et ça, j'insiste vraiment, les schémas d'optique, ils doivent être propres, toujours pas la règle, et avec minimum. Donc, une règle, tout bêtement, on va placer notre axe optique. Alors, même si ce n'est pas demandé dans la question, je vous demande à chaque fois d'orienter l'axe optique, qui va vous permettre d'orienter vos grandeurs algébriques, de nommer votre axe optique. En général, on l'appelle tout le temps delta. D'accord. On place notre lentille sur la curve symétrique par rapport à l'axe. C'est une lentille convergente centrée en haut, qu'on appelle L. Elle est caractérisée par ces foyers qui sont symétriques l'un par rapport à l'autre. Donc ça, c'est le foyer objet F. Ça, c'est le foyer image F'. Et un objet, bah, on place, là, il n'y a rien de compliqué. Voilà, notre objet. AB. Donc ça, c'est le modèle classique de la lentille mince convergente. Pour la divergence, c'est exactement la même chose, sauf que les foyers sont inversés. F' serait ici et F serait là, parce qu'on verra en terminalement. Donc là, rien de compliqué pour faire ça. Pratique simplement l'application. Des questions sur la 1 ou c'est bon? Un petit nom. Non, c'est bon. Donc c'était oui la réponse. Non, c'est bon. Alors, petit 2. Rédiger un protocole expérimental permettant de vérifier la relation de conjugaison des lentilles convergentes et celle du grandissement lorsque A est placé à gauche de F, mais également entre O et F. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où est-ce qu'on va placer notre objet,
on va pouvoir retrouver cette relation de conjugaison. Alors, pour le faire expérimentalement, ça va être possible uniquement quand l'objet est situé à gauche du foyer. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, l'image que l'on obtient d'un objet, elle sera réelle. Et une image réelle, on peut la projeter sur un écran. Projeter sur un écran, c'est-à-dire qu'on peut l'observer expérimentalement. Alors que si on place l'objet entre S et O, l'image qu'on va obtenir, elle sera virtuelle. Et l'image virtuelle, on ne peut pas la projeter sur un écran directement. Donc là, on ne peut pas faire de mesure. C'est pour ça en fait que les mesures, normalement, on ne pourrait les faire que pour des objets placés avant F. Grâce au simulateur, par contre, on peut aussi mesurer ses positions. Moi, j'ai utilisé le simulateur pour pouvoir le faire. Donc, je vais vous écrire le protocole. Vous aurez l'an prochain une épreuve expérimentale, quoi qu'il arrive. Et dans l'épreuve expérimentale, il y a toujours un protocole à réaliser. Il faut être précis dans le protocole. Donc, petit 2, protocole expérimental. Alors, petit texte d'introduction. Afin de vérifier la relation de conjugaison, la relation de conjugaison et celle du brandissement ensuite le protocole suivant. Alors, premier point. La première chose à faire, c'est de positionner un objet, la lentille et l'écran, sur le banc optique. Positionner l'objet, la lentille et l'écran sur le banc optique. Alors, le protocole que je vous donne, il n'y a pas que celui-là qui va être correct. Si ce que vous avez écrit, ça veut dire la même chose, c'est bon. Sur le banc optique. Une fois qu'on a fait ça, c'est là qu'on va pouvoir commencer à affiner nos mesures. Parce qu'une fois que vous avez placé votre objet, votre lentille et votre écran, vous n'avez pas forcément une image qui est nette sur votre écran. Donc, il va falloir trouver des positions pour lesquelles l'image qu'on obtient de l'objet va être nette. Alors pour ça, on va placer notre objet à une distance précise. Positionner. Il y a deux ailes à positionner. L'objet à une distance OA, donc c'est la distance entre la lentille et l'objet, de la lentille. La lentille, une fois que vous l'avez positionnée, elle bouge. D'accord, c'est petit. Là, théoriquement, vous n'obtenez pas d'image nette sur l'écran. Vous allez avoir quelque chose de flou. Donc la deuxième étape, ça va être de déplacer notre écran de façon à obtenir une image nette. Décaler l'écran. Comment j'avais écrit ça? Afin d'obtenir une image nette. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez relever la position pour laquelle cette image est nette, c'est-à-dire la distance entre l'écran et la lentille, donc la distance OA'. Donc une image nette et relever la valeur algébrique OA'. D'accord?
Une fois que vous avez fait ça, l'expérience est finie. Vous le faites pour plusieurs positions, et à partir, donc pour plusieurs positions de l'objet, vous allez voir plusieurs positions d'imaginaire. Chaque fois, l'une va être liée à l'autre. Et donc, à partir de là, il va falloir tracer un graphique qui va vous permettre de valider ou non la formule de conjugaison. Alors, je vous laisse finir de noter. Je vais passer le haut. Et c'est là que ça va devenir important. D'abord, c'est que vous notez en fait ce qu'on va faire comme tracé. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que les physiciens qui viennent étudier au mieux, ce sont les droites. Parce que c'est les modèles qui sont les plus simples à étudier. Que ce soit une droite linéaire ou une droite affine. Les deux sont simples. La seule différence, c'est qu'on dit dans une droite linéaire, on a une ordonnée à l'origine en plus. Et ça va pas être gênant. Le plus simple étant les droites linéaires. Donc les droites affines, pardon, il y a cette ordonnée à l'origine en plus. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec le modèle que l'on va créer, là, on va dessiner une droite affine. Et on va voir qu'est-ce qui justifie le fait d'avoir une droite affine. Est-ce que je peux effacer entièrement le tableau? Oui, oui, oui. Ouais, majorité 12, on y va. Donc, ça va être le quatrième point. Alors, je vais d'abord vous dire ce qu'on va tracer, mais après, on va le justifier. Donc, on va tracer les valeurs de 1 sur OA' en fonction de 1 sur la grandeur algébrique OA. Alors, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux tracer un graphique 1 sur OA' comme étant une fonction de 1 sur OA. Alors, pourquoi faire ça? Ben, c'est simple. On reprend la formule de conjugaison. Donc là, ça va être la justification de ce tracé. Comme la formule de conjugaison, elle vous dit que 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur S'. Si moi je veux tracer 1 sur OA' en fonction de 1 sur OA, je vous rappelle que les fonctions, on dessine Y comme une fonction de X. Notre Y ici, ce serait 1 sur OA'. Et notre X serait 1 sur OA. Donc qu'est-ce que ça va donner? Alors, je peux dire que 1 sur OA', ça va être 1 sur OA plus 1 sur S'. Et là, en fait, si je dis ça, que ça, c'est Y. Que ça, c'est X. Ben moi, je vous dis qu'on a bien une relation affine. On a bien le fait que Y est égal à A fois X plus B. A étant le coefficient directeur de notre droite, il vaudrait quoi dans ce cas-là A? Ben, comme si j'avais un facteur multiplicateur de 1. Avec A égale 1. Et B, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'inverse de notre distance totale, 1 sur S'. Chose qu'on a appelée la variance. Donc au final, si lorsque vous tracez 1 sur OA' en fonction de 1 sur OA, que vous obtenez une droite de coefficient directeur 1 et avec une ordonnée à l'origine qui n'est pas la convergence de la rentille, ben vous allez trouver la formule de conjugaison. En fait, on s'en sert autrement. C'est plutôt pour déterminer justement la divergence ou la focale d'une lentille. Comme on sait que la formule de conjugaison est vraie, ben, on trace 1 sur OA' en fonction de 1 sur OA, on trouve l'ordonnée à l'origine, et cette ordonnée à l'origine va nous permettre de déterminer la divergence d'une lentille inconnue. Ça, c'est une des méthodes qu'on appelle une méthode de faucométrie. Une
méthodes de Foucault-Démétrie, ce sont les méthodes pour déterminer justement les distances focales ou les divergences des lentilles. Donc ça, on aura beaucoup à le faire l'an prochain en physique, à essayer de vérifier un modèle mathématique. Et pour ça, il faudra toujours se ramener à des droites. En fait, qu'est-ce qu'on fait ici, d'un point de vue mathématique? On fait un changement de variable. On change la variable 1 sur A' en Y, et on change la variable 1 sur A en variable I, qui nous permet de tracer cette droite à signe. Et après, utiliser les droites à signe, ça vous savez. Elle sert à quoi du coup l'ordonnée à l'origine? L'ordonnée à l'origine, elle permet justement, je pense que vous avez la question, vérifier, non, là je ne m'en doute pas, mais elle vous permet justement de trouver la focale de la lentille si vous ne la connaissez pas, par exemple. C'est tout. C'est ça qui va être important. Alors, est-ce que vous avez compris la méthode qu'on va suivre? Donc en fait, ce qu'on devrait obtenir, donc on est toujours dans le quatrième point, on dépasse juste le haut. Ce qu'on devrait obtenir, vous l'avez compris, on devrait obtenir, toujours si la relation de conjugaison est vraie, mais fort heureusement elle est vraie, on devrait obtenir une droite affine, une droite affine, deux coefficients directeurs 1, et d'ordonnée à l'origine à l'origine un sur F', c'est-à-dire la divergence. Voilà ce que l'on va faire. Alors en petit 3, justement, on va faire nos résultats expérimentaux. Donc moi, je fais les mesures à l'aide du logiciel et j'ai consigné ça dans un tableau, comme c'était demandé. Résultats expérimentaux. C'est la divergence. Et n'oubliez pas, vous avez la petite main. Hein. Non, moi je vous entends pas, je ne sais pas, je ne vais pas regarder tout le temps quand vous écrivez. Alors, on est parti pour les résultats. Alors bien entendu, même avec un simulateur, peut-être qu'on n'aura pas exactement les mêmes mesures. C'est pas grave. Les mesures expérimentales, elles sont différentes pour tout le monde. Donc on a pris une lentille de focale 20 cm, c'est ce qui était demandé. Alors, pour faire les calculs, toujours vérifier que les résultats soient en mètres. Donc 20 cm, soit 0, 20 mètres, ou 20, 10, moins 2, comme vous voulez. D'accord. Moi j'ai créé un tableau, 4 entrées en vertical. J'espère que j'aurai la place. Dans la première, ce que je place expérimentalement, c'est la position de mon objet, donc les mesures de OA. J'en déduis OA' en mètres, également. Ça, je le mesure. Et à partir de là, pour pouvoir tracer mon graphique, ce dont j'ai besoin, c'est 1 sur OA et 1 sur OA'. Donc j'ai 1 sur OA en valeur algébrique, qui va être en mètres moins 1. Ça correspond à la colonne de Newton. Et là, je vais avoir aussi à calculer 1 sur OA', toujours en mètres moins 1. Il faut marquer les dioptries, si vous voulez. Ce sera ma colonne de l'unité. Alors, en tout, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesures. Je vous rappelle que plus le nombre de mesures est important, plus votre résultat sera précis.
Alors j'ai commencé moins 0,45, ensuite moins 0,40, moins 0,35, moins 0,30, moins 0,25. Et normalement, après les mesures que j'ai faites, on ne peut pas les faire expérimentalement parce que c'est justement l'endroit où les images deviennent virtuelles. Donc, on ne peut pas y avoir accès expérimentalement directement. Il y a des méthodes, donc ça, on les verra peut-être l'an prochain. Après, j'ai mesuré moins 0,15 et j'ai terminé par moins 0,10. N'oubliez pas le moins à chaque fois, puisqu'on est du côté gauche de la lentille, et pour aller de haut à A, eh ben, on se déplace dans le sens contraire de notre axe optique. Donc, c'est pour ça qu'on a des valeurs négatives. Et juste, je vous le note ici, non observable expérimentalement. Voilà. Alors, pour les mesures que j'ai faites, quand pour OA égale moins 0,45, j'avais un OA' à 0,36. Ici, là, 0,40, 0,47, 0,60, 0,74. Et à partir de là, justement, le logiciel me disait, eh ben, on a des images virtuelles que l'on pourrait obtenir grâce au logiciel, et c'est pour ça que les nombres ici vont être négatifs, puisque mon image est virtuelle, elle est située à gauche de ma lentille, c'est-à-dire que l'image est dans l'espace objet. C'est pour ça qu'on appelle cela une image virtuelle. Donc là, je dis moins 0,64, et là, je dis moins 0,20. Et après, avec un tableur, soit vous faites à la main, un par un, vous faites l'inverse de chaque nombre, c'est un peu long, soit vous utilisez Excel ou votre outil statistique et liste dans votre calculette, et ça vous remplit directement votre tableau en disant que vous calculez l'inverse de cette colonne pour 1 sur A, et l'inverse de la deuxième colonne pour 1 sur A. Donc les résultats, moi je vais donner à deux chiffres significatifs, je vais donner dire sur deux chiffres significatifs, moins 2,2, moins 2,5, moins 2,9, moins 3,3, moins 4,0, moins 6,7, moins 10. Et pour cela, 2,8, 2,5, 2,1, 1,7, 1,1, moins 1,6, moins 5. Voilà. Donc ça, c'est nos données expérimentales. En face de 0,25, c'est quoi 0,25? Là, 0,94. Rien. Voilà pour les données, enfin les mesures expérimentales que l'on fait. Et à partir de là, il ne nous demandait pas encore de manipuler les choses, de manipuler les équations. Voilà, créer deux variables, etc., etc. Quatrième question, quelles sont les sources d'incertitude sur cette manipulation? Alors, comme c'est une manipulation expérimentale, ben forcément, il y a des sources d'erreur. Ces sources d'erreur, elles proviennent, bien entendu, des imprécisions de mesure. C'est sûr, on va un peu se décaler, etc. On ne va pas exactement placer l'objet. Par exemple, si on veut le placer à 40 cm de la lentille, peut-être qu'on sera à 39,5, quelque chose comme ça. C'est des petites erreurs. Mais après, il y a aussi une erreur qui est plus complexe à mettre en œuvre. C'est le fait que nos yeux, d'une personne à une autre, va dire que là, à cette position, l'image va être nette. Et pour une autre personne, au contraire, ce ne sera pas cette position que l'image va être nette, ce sera pour une autre position. Pourquoi? Parce qu'on a tous des yeux qui sont différents, avec des corrections qui peuvent être différentes. Et donc la sensation de netteté n'est pas la même d'une personne à une autre. Et donc ça va impacter énormément la mesure d'une des valeurs, la mesure de Wapron. D'accord? Donc au final, la valeur de 1 sur Wapron. Comme dans les télescopes. Exactement, Quentin. Tu verras dans les télescopes, ou même un microscope, on va parler d'abord du télescope,
Euh, si vous faites une mise au point, vous faites votre mise au point à votre œil. Alors, en spécialité terminale, ce qu'on va voir, il y a des télescopes et des microscopes qui sont étudiés. Et il y a une méthode pour que la mise au point soit faite bien pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on fasse une mise au point à l'infini. Et de faire une mise au point sans accommodation. Faire une accommodation, ça veut dire que l'œil doit, pour obtenir une image nette, plisser les yeux, changer la vergence de son cristallin, changer la focale de son cristallin de façon à obtenir une image nette. Et dans certaines conditions expérimentales, en fait, quand l'objet est exactement placé au foyer objet de la lentille, quoi qu'il arrive, on obtiendra une image nette. Ça, on verra un peu plus tard. Et si on arrive à faire ça pour les instruments optiques, eh bien, n'importe si l'accommodation, le réglage est fait sans accommodation, eh bien, l'œil n'aura pas besoin d'accommoder. Et donc, quel que soit l'observateur, on aura une image. Ça, on verra plus tard, pareil. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument faire ce chapitre, parce qu'on va refaire de l'optique l'an prochain. Les mesures. Je peux effacer, tout va bien, et je réponds à la question 4. Non. Ok, c'est bon. Je peux effacer tout en haut? Ok, en fait, j'efface que le haut, comme ça c'est le début de la question. Alors, question 4, source d'incertitude. Alors, les sources d'incertitude. D'incertitude sur cette manipulation sont les imprécisions déjà. Donc, les imprécisions de mesure. Ça, on peut vraiment les minimiser. Donc, c'est pas celles-là qui vont être les plus importantes. Mais ça va surtout être, mais aussi l'estimation de la netteté. L'estimation de la netteté de l'image. Et en fait, cette estimation, elle va dépendre de l'œil de l'observateur. Donc j'attends de voir si je peux effacer le reste du tableau. Ok, c'est bon pour tout le monde. Allez. Donc, la netteté de l'image qui dépend de l'œil de l'observateur. Dépend de l'œil de l'observateur et qui impacte la valeur relevée ou apprise. La valeur relevée ou apprise. Donc expérimentalement, la plus grande source d'erreur, elle est sur WAP. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie. Vérifier la relation de conjugaison grâce à la représentation graphique de y égale f de x.
et la distance focale de la lentille utilisée. Bah oui, donc il y avait bien justement la vérification de la distance focale en mesurant bien l'ordonnée à l'origine, tout bêtement. Alors, pour faire ça, je ne vais pas le faire de façon précise, ok? Là, il faudrait le faire vraiment de façon précise, avec un graphe, etc. Le mieux, c'est d'utiliser un tableur. Vous rentrez vos valeurs dans un tableur, Excel, LibreOffice, n'importe quoi. Après, vous obtenez le résultat. Moi, ce que j'ai fait, je l'ai fait à la main. Ensuite, pour trouver l'équation, j'ai utilisé Excel. Donc, vérification de la relation de conjugaison. Alors, qu'est-ce que j'ai tracé? Ben, j'ai tracé un graphique, un sur OA' en ordonnée. Un sur OA' pouvait être positif et négatif, suivant que l'image était réelle ou virtuelle. Par contre, un sur OA, quoi qu'il arrive, était négatif. Un sur OA. Vous ne voyez pas les unités, mettre -1 ou dioptrie, comme vous voulez. Ça me rester sur les unités de base. Et en fait, qu'est-ce qu'on trouvait? Donc moi, j'ai réussi à tracer un graphique. Ça faisait un peu comme ça. Alors j'avais plus de points dans les valeurs positives et j'avais simplement 2 points dans les valeurs négatives. D'accord? Donc ça c'est grosso modo. J'avais en tout 5 points dans les valeurs positives et 2 points dans les valeurs négatives pour 1 sur OA'. Et si vos mesures sont correctes, ben vous voyez que ces points sont à peu près tous bien alignés. Donc qu'est-ce que l'on fait? On trace la droite, ce qu'on appelle la droite de régression linéaire. Ça, je vais l'écrire. On peut obtenir grâce à Excel et un tableur en cliquant sur obtenir la droite de régression ou l'ajustement affine. Alors, hop, on l'avait fait une fois en début d'année. Vous avez montré sur la calculette comment on obtenait une équation de droite de régression linéaire. Donc on a une droite qui passe au plus proche de tous les points. Alors, oui, quand vous devez avoir une à la règle, et vous ne reliez pas les points entre eux. D'accord? Vous ne jamais relier les points. Ce que je vois souvent, étage en de secondes, dans un graphique. Et ils font ça. Non. Vous avez 4 points, un physicien, lui, utilise la droite de régression qui passe par le plus proche de ces points. Il l'estime. Une approximation pour un modèle. Donc vous ne reliez pas les points entre eux. Et ça, quel que soit le graphique que vous allez tracer en physique. Ok. Donc, pour trouver l'équation de cette droite, alors c'est vrai, il y a plusieurs méthodes. La méthode, pour relever plusieurs points, vous mesurez le coefficient directeur, etc. Vous mesurez l'ordonnée à l'origine. C'est pas précis. Le mieux, c'est d'obtenir l'équation de la droite car régression linéaire. Et ça, c'est un terme que je vais utiliser de plus en plus souvent. C'est ce qu'on appelle, sur Excel, vous avez l'ajustement affine. C'est un terme que j'aime moins parce que l'ajustement affine, c'est simplement pour des droites. La régression, c'est un peu plus vaste. On va avoir des régressions linéaires, des régressions logarithmiques. Ça dépend du modèle mathématique que vous allez vouloir utiliser. En fait, c'est assez simple de ramener même des logarithmes, des exponentielles, des sinus, des modèles assez complexes. Donc, les physiciens arrivent toujours à les exprimer à partir de modèles linéaires. Une droite super facile à étudier, plutôt que des exponentielles, des choses comme ça. Et l'an prochain, on aura justement des modèles exponentiels. Les modèles exponentiels, pour les étudier, moi, je vous ferai plutôt passer par des régressions linéaires, même si l'ordinateur fait des régressions exponentielles. C'est moins précis. Alors, à partir de là, donc, je fais ma petite régression linéaire avec de ma calculette ou de mon tableur, et hop, comme par magie, il va me sortir l'équation de la droite.
avec un coefficient de détermination de corrélation. Donc, par régression linéaire, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? La calculette me donne, la calculette donne y égale 0,996 plus 5,0131. C'est-à-dire, moi si je veux deux chiffres significatifs à mon résultat, puisque mes mesures sont données à deux chiffres significatifs, ça fait 1,0 3 x plus 5,0. D'accord? Et donc au final, on peut dire que 1 sur OA' est égal à 1 sur OA, puisque 1 fois 1 sur OA, c'est 1 sur OA, plus 5,0. Or, on a pris une lentille de focale 20 cm. Conséquence, 1 sur f', c'est 1 sur 0,20, c'est-à-dire 5,0, mettre moins 1 ou 2. D'accord? Or, si on voulait vraiment être exact, on fait 1 sur 5,0131, on trouverait 19,9 cm de focale. Vous voyez que ça permet de bien vérifier la forme de conjugaison. En Excel, ça s'appelle ajustement affine. C'est ça, exactement. Donc voilà, on a bien vérifié en fait à la fois notre formule de conjugaison et c'est une méthode qui permet de déterminer les focales des lentilles. Après, il nous restait le grandissement. Alors, la question est super mal posée en fait. Quel est le grandissement de la lentille? Ça ne veut rien dire. Alors, avant de commencer la question-ci, est-ce que vous avez des questions sur justement cette vérification de relation de conjugaison ou pas? Voilà. Est-ce que vous sauriez refaire une régression linéaire? Là, il faut s'entraîner. Hein. Après, c'est super facile, mais il faut l'avoir fait une ou deux fois pour pouvoir bien comprendre. Le coefficient directeur, il correspond à quoi dans la formule? Ah bah justement, 1 sur A' égale 1 sur A. Donc ton coefficient directeur, bah, c'est le coefficient multiplicateur qui multiplie 1 sur A. Donc ici, c'est 1. Et c'est bien ce qu'on voulait. On a bien 1 fois 1 sur A. On en refera, Quentin. Enfin, vraiment, on refera des régressions linéaires. À chaque fois que j'aurai l'occasion de faire des régressions linéaires, on en fera. Je pense que c'est un des outils les plus importants en physique et en chimie. Est-ce que c'est bon? On peut avancer? Ok. Alors, on est parti. Et on va répondre à cette dernière question qui est extrêmement mal posée. C'est comme ça, on s'arrête. Donc, en 6 grandes. Alors, on vous demande quel est le grandissement de cette lentille. Alors, quand je vous dis que cette question n'a pas de sens, c'est parce qu'en fait, est-ce que ça correspond à y égale à x? Oui, exactement, oui. Tout à l'heure, on avait y égale à x plus b, et là, le y c'est 1 sur a' et le x c'est 1 sur a. Alors, pourquoi cette question n'a pas grand sens? Parce qu'en fait, le grandissement, il va être différent à chaque position de l'objet. Si vous posez l'objet à un endroit, vous allez obtenir une image qui va avoir une certaine taille. Vous placez l'image à un autre endroit, et ben, ça va être encore différent.
Donc il demande le coefficient de grandissement. Oui, c'est ça qu'il demande en fait, le coefficient de grandissement. Mais comme le grandissement, il dépend de la position, pour chaque position, il va avoir une valeur différente. Donc c'est un non-sens en fait de dire le grandissement de la lentille, parce que la lentille n'est pas définie par un coefficient de grandissement. C'est ça qui va être important. Elle permet de fournir un coefficient de grandissement pour une position donnée. Donc en fait, c'est ça qu'on va écrire, c'est que le grandissement dépend de la position de l'objet. Donc au final, il faut donc calculer le grandissement pour chaque mesure que vous avez effectuée. Pour chaque mesure effectuée. Et comment on le calcule? Ce gamma, c'est OA' sur OA est égal à A'B' sur AB. Donc en fait, si on voulait vérifier la formule de conjugaison, vous avez un objet de taille fixe. Ça ne va pas bouger. C'est-à-dire 1 cm. Ce que vous allez faire, c'est que pour chaque position que vous avez utilisée d'objet, vous allez mesurer une position image. Vous pourrez aussi mesurer la taille de l'image au final qu'elle va avoir sur l'écran. Et à partir de là, vous vérifiez cette égalité pour chaque fois. C'est comme ça qu'on a vérifié. Il n'y a pas vraiment grand-chose. Donc il n'y a pas de grandissement de la lentille. Le grandissement, dépendant de la position, il va être différent à chaque position de l'objet. Et comme ça, on peut faire la synthèse de cette activité qui va pas en retenir. La synthèse, elle est faite sur un petit exercice, en fait. Un objet situé à 40 cm de la lentille mesure 6 cm, déterminé par les relations de conjugaison, la position, la taille de l'image. Quel est l'avantage de cette méthode calculatoire par rapport à la méthode opératoire? Est-ce que je peux effacer ceci pour faire la synthèse? Non, on est bon. Alors, anomalie rouge, elle. Hop, synthèse. Donc, quand on a un exercice d'optique, toujours prendre les données et les traduire d'un point de vue mathématique. Donc, un objet est situé à 40 cm de la lentille. Donc là, on vous donne la position, c'est-à-dire OA. Le piège, c'est comme ça, 40 cm de la lentille, c'est moins 40, est-ce que c'est mesuré ou pas? 3 chiffres significatifs. Première chose. Et elle mesure 6 cm. Donc ça, c'est la taille de l'objet, AB, 6,0 cm. Déterminée par les relations de conjugaison, la position et la taille de l'image. Alors la position, pour la déterminer, on cherche OA'. On utilise la relation de conjugaison. Donc on a 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur S'. Théoriquement, c'est comme ça qu'on va le faire directement. Ah oui, j'ai oublié. Et la focale, pardon, de la lentille, on utilise la lentille qu'on avait précédemment, 20 cm. D'accord? Sinon, on ne pourra pas le
Nous, ce qu'on cherche, c'est la position OA'. Donc on va dire, ça c'est équivalent à écrire que 1 sur OA' est égal à 1 sur F' plus 1 sur OA. J'ai une somme de fractions, donc je dois mettre sur le même dénominateur. Équivalent à écrire 1 sur OA' égale OA plus S' sur S' multiplié par OA. Et moi, ce que je cherche, c'est OA'. Donc là, j'ai juste à inverser. Si au dénominateur passe au numérateur, c'est au numérateur passe au dénominateur. Là, on va donc avoir OA' est égal à F' multiplié par OA divisé par OA plus F'. Alors j'entends déjà certaines personnes qui disent oui, est-ce qu'on peut apprendre la dernière formule par cœur? Ça vous chance. Sauf que parfois je ne demanderai pas OA', parfois je vous demanderai OA, et là je remanipuler la formule. Parfois je vous demanderai F'. D'accord? Donc, moi, celle que vous devez connaître, c'est la formule de conjugaison. Oui, ça c'est impératif. Et encore, je pense même qu'au bac, je vais vous la donner. D'accord? Pour vous rassurer, pour pas que vous ayez blanc. Mais par contre, il faut que vous sachiez la manipuler. C'est-à-dire, à partir de cette formule de conjugaison, savoir extraire la valeur que l'on demande, l'expression que l'on demande. Là, chaque fois, ça, notre expression. Donc, ne l'apprenez pas par cœur. Apprenez votre formule de conjugaison. Alors, il faut savoir que pour chaque système optique, il y a une formule de conjugaison. Au final, il y a 3 systèmes optiques. Identiques, les miroirs, mais elles se ressemblent toutes. C'est juste un petit changement par là. Que vous ferez par là. Application numérique. Et bon, calcul, OA', et nous fait F', on a dit 20 cm. Alors là, l'avantage, c'est que tout est donné en centimètres. Donc, je n'ai pas besoin de convertir en mètres. Mon résultat sera forcément en centimètres. Donc, je vais tout laisser en centimètres. Je vais avoir 20 multiplié par moins 40 divisé par moins 40 plus 20. Et quand on calcule ça, moi j'ai trouvé, oui, mon résultat, 40 cm. 3 chiffres significatifs, puisque toutes mes données sont à 3 chiffres significatifs. D'accord? Ça, c'est vraiment l'exo de base classique d'optique sur les lentilles. Il vous donne la position de l'objet, on vous donne la focale dans la lentille, trouvez la position de l'image. Il y a un exo. Alors, est-ce que les E3T vont avoir lieu? Rien. Franchement, je ne pense pas. Mais voilà, il faut absolument que vous maîtrisiez ça. Si un jour il y a un exercice d'optique, c'est obligé que ce soit une question de ce style. On vous donne l'objet, la lentille ou l'image. Et deuxième question, quelle est la taille de l'image? Donc, en deux, taille de l'image. Donc, la taille de l'image, elle est donnée par A'B'. En grandeur algébrique. Pour avoir la taille de l'image, on utilise la formule de grandissement. Pour obtenir une position, c'est la formule de conjugaison. Pour obtenir la taille d'un objet ou d'une image, on utilise la formule de grandissement. Je vous dis que gamma, le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet, c'est égal au rapport de la position de l'image par rapport à la position de l'objet. Voilà, deuxième formule à connaître. Et pareil, je vous répète, je pense maintenant que cette formule vous sera donnée le jour du baccalauréat. Parce que ça, c'est des choses qu'on fait en art appliqué, c'est toujours donné en art appliqué la formule. Maintenant, vous êtes des spécialités physiques, c'est pas encore fait le temps de apprendre. Autant que vous la connaissez. D'accord? C'est quelque chose que, pour moi, était difficile. Pareil,
Il va falloir la manipuler. Pourquoi? Parce que ce que l'on cherche, c'est après une déprime. On va utiliser cette partie d'égalité. On va simplement faire passer AB de l'autre côté. Ce qui va nous permettre de dire que cette relation est équivalente au fait que A'B' est égal à OA' sur OA multiplié par la taille de l'objet. Et on peut donc faire notre application numérique. On va donc avoir A'B' qui est égal. OA', on l'a montré, c'est 40 cm. OA, c'était moins 40 cm. Et AB, c'est combien? Je ne sais plus. 6 cm. Alors attention, 3 chiffres significatifs, 3 chiffres significatifs, 2 chiffres significatifs, le résultat doit être à 2 chiffres significatifs. Et on trouve que A'B' est égal à moins 6 cm. Alors, juste, je rajoute une petite question en fait. Que vaut le grandissement? Ben, gamma, c'est le rapport entre A'B' et AB. C'est-à-dire qu'on a moins 6 sur plus 6. Donc ça fait un grandissement de moins 1. Ça veut dire quoi ce grandissement de moins 1? Ça veut dire que l'image, elle est inversée par rapport à l'objet pathologique moins, mais quelle est sa taille par rapport à l'objet? Ben, ils ont la même taille. La seule chose, c'est qu'elle a été inversée. D'accord? Exactement. Donc c'est bien. Est-ce que... Alors j'ai quand même une question, j'aimerais un petit retour sur la façon de faire le cours. Est-ce que ça vous convient malgré tout de faire comme ça? Parce que je ne sais pas du tout, j'ai aucune nouvelle des autres profs. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ok. Bah alors on prend nos marques. Ouais, moi je suis d'accord. C'est quand même mieux en réel. Moi je suis content. Alors on avance, c'est cool. Alors, il y avait une petite question en plus. Plutôt, quel est l'avantage de cette méthode calculatoire par rapport à la méthode graphique? Le calcul est toujours précis que le graphique. Donc, la méthode calculatoire est plus précise que la méthode graphique. Bref, les maths, il n'y a personne pour faire plaisir à notre problème. Je n'ai pas pigé ce que c'est gamma, monsieur. Gamma, c'est le grandissement. C'est le facteur qui permet de savoir de combien est agrandi ou réduit l'objet. Donc la taille de l'image par rapport à l'objet. Si tu trouves un gamma qui est supérieur à 1, ça veut dire que ton grandissement va agrandir, ta lentille va agrandir sur cette position la taille de l'objet. Si c'est plus petit que 1, ça va être réduit, tu vas avoir une réduction. Et après, il y a le signe. Si c'est positif, ça va être l'image va être orientée dans le même sens que l'objet. Si l'objet est vers le haut, l'image sera aussi vers le haut. Par contre, si c'est négatif, comme dans ce cas, si l'objet est vers le haut, l'image, elle sera dirigée vers le bas. Même. Garnier va s'y mettre. Ah oui, c'est mieux. Je suis seul pour faire cours en ligne. Cool. J'ai pas de génial, j'ai fait Garnier va s'y mettre. Ouh là là. Hâte de savoir. Mais alors, du coup, si l'objet est 2 fois plus grand. Alors, si c'est 2 fois plus grand, bah, tu auras gamma égale plus 2. Plus 2, ça voudra dire dans le même sens et 2 fois plus grand. Si tu avais moins 2, ce serait aussi 2 fois plus grand, mais vers le bas. Et 2 fois plus petit, bah, ce serait un coefficient de 0,5. Parce que 0,5, c'est pareil que 1,5. Tu divises la taille de ton objet par 2. Exactement. Plus 1
l'image est exactement comme l'objet. C'est un système optique qui ne sert à rien, quoi. Si grandissement est 1,3. Oui, c'est ça, Loïc, exactement. Et moins 1, alors si ça peut servir parce que ça inverse l'objet. L'image est inversée. En fait, je vous dis que ça ne sert à rien, si ça a des utilités dans certains systèmes optiques, en fait, du filtrage optique, des choses comme ça, mais là, ça fonctionne. Ça va pour le grandissement? Maintenant, on va passer aux exercices, donc d'application, tout bêtement. J'avais préparé une liste d'exos. Et une fois qu'on aura fini ces exos, ben, on continuera le cours toujours dans ce chapitre, on passera la couleur, vachement plus simple, ça va un peu vous reposer. Euh, pour ensuite, alors prochain chapitre, je ne sais pas encore ce que je ferai, on verra, mais on prend notre temps. Donc je vais voir ce qui est important pour la terminale et j'irai dans l'essentiel. Vous pouvez corriger les exemples du cours. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça à faire. Merci Quentin, ça se passe. Donc oui, on va faire les exemples du cours. Alors, exemple du cours. Ouais, c'est moins 5 S', moins 2 S' et moins 0,5 S'. Ouais, bon, on passe ça aujourd'hui. Est-ce que je peux effacer le tableau? C'est parti. Alors, on avait le premier exemple à OA moins 5 S'. Donc, personnellement, je préfère commencer par le calcul et ensuite faire le graphique. Alors, pourquoi? Parce que quand je fais le calcul, je sais que mes résultats sont justes et donc je sais exactement où est-ce qu'il faut placer les points pour avoir une belle construction. Je n'ai pas tapé assez vite. On mettra sur Snap. Mais de toute façon, vous avez accès à la vidéo hein, normalement. Donc c'est bon. Ouais, c'est marrant. Donc on va faire les calculs. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On dit que 1, on réécrit toujours. On va faire le cas général, après on n'aura plus qu'à appliquer en fait cette formule pour tous les deux cas, parce que ce sera toujours la même chose. 1 sur OA prime, moins 1 sur OA, est égal à 1 sur S prime. C'est exactement ce qu'on vient de faire dans la synthèse de l'activité. Est-ce que je refais la démonstration encore une fois, ou j'arrive directement au résultat? Vous devez vous-même demander à Zia de vous préparer la vidéo, et vous pouvez toujours la télécharger. Et quand tu parles français, ça donne quoi? En gros, vous n'avez pas directement, vous, accès à la vidéo, il n'y a que moi qui peux vous l'envoyer. Vous devez demander. Bon, au moins, vous me prévenez, après, c'est juste d'accord. Ok, donc, demandez à Via de préparer l'exportation pour que vous puissiez télécharger ça. Bon, je verrai ça, je vais essayer d'exporter ces vidéos, on va voir. En gros, il n'y a que moi qui peux, feedback. Bon, on va voir comment on peut faire. Bon, je vais l'enregistrer puis on verra par la suite. Parce que moi j'ai accès, est-ce que je peux vous les envoyer? On va voir. Bon, est-ce que je vous refais la démo? Non. Parfait. Donc, en fait, de là, on arrive à OA prime, c'est OA fois F prime sur OA plus S prime. Il y en a qui vont me dire, oui, mais tout à l'heure, vous avez noté S prime fois OA, c'est pareil. Et donc, à partir de là, on n'a plus qu'à faire le calcul. Donc,
Dans l'autre cas, on va avoir OA' qui va être égal à, donc si OA c'est moins 5S', ça fait moins 5S' fois S', divisé par moins 5S' plus S', ça nous fait du moins 5S' au carré sur moins 4S'. Donc OA va être égal à 5 quarts de S'. Donc 1,25 fois S'. C'est là où vous devez trouver. Ça, je vais le noter au fur et à mesure, je vais le noter en haut. Pour pouvoir faire mon graphe après. Donc là, on a OA prime, pardon, j'ai oublié de prime, qui est égal à 5 quarts de S'. Et est-ce que je vous avais demandé la taille de l'image ou pas? Je n'ai pas noté. Est-ce que vous avez demandé la taille de l'image? Non, ok. Donc on va juste faire les positions. Très très. Ça m'arrange, ça me laisse plus de place quand même. Ah, ça y est, caractérisé. C'est pas 5S. Bah non, pourquoi? C'est OA égale moins 5S'. Et Loïc a moins 5S' au carré. Donc, comme ça, S' carré divisé par S', il y a le carré simplifié avec ce S'. Et donc, ça fait 5 quarts de S'. Parce que les deux moins deviennent un plus. C'est bon. Ok, on va quand même faire la taille de l'image pour pouvoir la caractériser. Déjà, avec ça, le fait que OA' soit égal à 5 quarts de S', vous pouvez donner une caractéristique de l'image. Est-ce que l'image est réelle ou virtuelle? Ben là, 5 quarts de S' comme S' est positif, ben vous savez que 5 quarts de S' sera positif, donc l'image sera du côté image, donc l'image sera réelle. Exactement. Donc ça, c'est une justification. OA' positif, donc l'image est réelle. Maintenant, c'est vrai que pour avoir la taille de l'image, si elle est droite ou inversée, ben, il faut calculer à partir de son grandissement. Alors, on sait que gamma est égal à A'B' sur AB, c'est égal à OA' sur OA. Donc juste à calculer OA' sur OA au final. Et dans ce cas-là, gamma OA', on a vu que c'était 5K de S', OA c'est moins 5S'. Voilà, qu'est-ce que ça donne au final? Les S' se simplifient, les 5 se simplifient, il reste moins 1 quart. Donc, l'image est moins 0,25, ça veut dire que l'image est 4 fois plus petite, et 4 fois plus petit que l'objet. Et en fait, avec ça, vous avez tout. Parce que pour faire votre graphique, vous savez exactement à peu près ce que vous allez devoir utiliser comme échelle. Vous avez des quarts, donc autant dire que placer S', on va utiliser 4 carreaux. Ça va être plus simple. Là, vous allez tout diviser en quarts de S'. Et comme votre image est réduite d'un facteur 4, il va falloir prendre une image, un objet qui est assez haut. Si vous prenez un objet qui est tout ici, 1 cm de haut, votre image, vous n'allez pas l'avoir et votre construction va être dégueulasse. Donc, autant essayer de prendre directement grâce aux valeurs des expressions littérales, déjà de réfléchir à ce que vous allez construire. Et là, vous prenez de l'avance. Et si vous faites comme ça, c'est que vous avez vraiment compris les fondements même de l'optique. C'est ça, moi, que j'attends.
C'est pas simplement résoudre des équations pour résoudre des équations. Interpréter ces équations de façon ensuite à faire des constructions et pourquoi pas faire un système optique pareil. Ok, donc ça je le note aussi. Là on va avoir gamma égale moins 1. Et donc on sait qu'on a une image réelle, inversée, 4 on a caractérisé. Je vais effacer les calculs et on va faire la construction. Côté effacé à droite. Non. Ouais, mais il y a Marais, oh, Jeanne, bon, à part qu'il y a Jeanne, hein, c'est bon. Et Clémentine aussi. Il y a eu que Marais. Juste pour définir mon axe optique. Alors après, on ne fera pas tous les calculs, puisqu'on utilisera exactement les mêmes formules pour faire les calculs des deux autres, mais on va faire les constructions. D'accord? On pourra faire les calculs vite de façon à vérifier, à savoir où positionner nos objets, et je ne devrais pas vous dire ça, mais tricher un petit peu sur la construction pour faire des constructions propres, n'est-ce pas, monsieur Guénézo? Alors là, c'est bon, je vais voir comment je peux mettre monsieur Guénézo en scanner. Superbe, Quentin, superbe. Oui, la détail, c'est pas tout ce ici. C'est bon? Non, je voulais faire un test, mais j'ai peur en fait de tout déconnecter, donc je le ferai après. Alors, pour la construction. Un axe optique en gradu, vous pouvez utiliser les carreaux, c'est peut-être plus simple. Donc, moi, j'en ai pas, donc je suis obligé de faire moi. Alors, il y a moins 5 S', si je fais des carreaux qui valent un quart de S, ça va faire 20, ça va faire énorme. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ouais. Ouais, donc je vais plutôt prendre une 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Je vais mettre ma lentille par ici. Lentille M, centre O, ma focale, prendre 2 carreaux. Mon axe. Et maintenant, moins 5 S'. Donc ça vaut S'. De O 5 S'. Donc ça vaut S'. De O à S'. Donc c'est moins 5 fois cette distance. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà où je place mon objet. Alors comme mon objet est assez grand, mon image est réduite d'un facteur 4, je vais prendre un objet assez grand. Et maintenant, on trace les rayons. Ah ouais, 4 5 secondes de latence. Non, pour moi je le vois pas. Ah ouais, ta fluctuation, la connexion elle fluctue vachement. Hein. 2 carrés à 2 carrés. 2 carreaux, c'est du nombre de carreaux qui t'en fout. Alors, comment on sait où va B? Justement, on s'en fiche un petit peu. Tu sais que ton image, elle va être 4 fois plus petite. Donc,
moi j'ai pris, en fait, sur ma règle, j'ai pris cette graduation. Ce qui fait que normalement, voilà, cette graduation, 1, 2, 3, 4, j'ai pris cette hauteur pour B. Et comme mon image va être plus petite, bah, je vais faire ça. Vous pouvez prendre 4 carreaux, donc votre image fera un carreau de haut. Si vous prenez 2 carreaux de haut pour l'objet, ben, ça sera un demi-carreau au final. D'accord? Et on passe nos rayons. Alors, le rayon qui n'est pas adhésif, celui qui passe par haut. On sait que notre image, elle se forme à 5 quarts de S', c'est-à-dire qu'elle part par là, au milieu de radiation. Donc elle doit être ici. Ensuite, je prends le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Alors, là par exemple, j'ai fait une bêtise. Ma lentille, elle est un peu trop petite. Je vais l'enlever d'une graduation. Hop, ce sera plus propre. 4. Parallèle à l'axe optique, bah, pour que ce soit parallèle, je fais quelque chose. Et ensuite, et au miracle, alors, on n'oublie pas de fléchir les rayons, et au miracle, ça se passe bien ici. Donc on peut dessiner l'axonage, qui est bien inversé. On constate qu'elle est plus petite que l'objet, d'un facteur 4, et bien une seule graduation. Et elle est située exactement à 5 quarts de S'. Alors pour faire les choses bien, on fera le dernier rayon, celui qui passe par S et par B, et vous savez qu'il ressort par L et il devra passer par B'. Flèche, et bam bam, emballé, c'est pesé, 20 sur 20. Ça vous va? Donc ça c'est pour le premier. Ça, je suis persuadé qu'à la fin on arrive super bien. Le deuxième, c'était le cas OA égale, j'ai mis quoi? Moins 2S. Et ben ouais, c'est un cas particulier ça. Donc pour moins 2S', quand on applique, alors je vais juste faire mon calcul, OA', on a dit que c'était OA fois S' sur OA plus S'. Donc ça fait du moins 2S' carré. Ah bah non, ça marche pas. Ah si. Sur moins S'. Donc ça fait 2S'. Ouais, c'est ça. On a OA qui a 2S'. Et pour avoir gamma, eh ben c'est facile, c'est OA' sur OA, OA' ben plus 2S', moins 2S', ça fait moins 1. Gamma égale moins 1. Donc on doit avoir une image réelle, inversée, de même taille que l'objet. D'accord? Je vais le dessiner là, normalement j'ai la place. D'accord. Alors, on y va. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que OA 2S', moins 2S', pardon, OA', 2S' et OA moins 2S', bah, c'est symétrique. L'objet et l'image sont symétriques l'un de l'autre. Comme elle est inversée, c'est symétrique. C'est une symétrie centrale et non pas axiale par rapport au point haut. On va faire, on va le prendre ici. Ma lentille N, mon axe optique delta. Ouais, on va prendre genre.
F', O. Voilà. Bah oui. On finit après quand on finit la correction de ça. On fera pas les exercices et les exercices qu'on fera mercredi. Petit. Ouais. Je vais mettre 2 4 en ligne. Donc l'objet est à moins 2S'. Donc il est là. Il doit avoir même taille. Ça. A. B. Le rayon. On n'est pas dédié. Celui qui est parallèle à l'axe optique qui ressort en S'. Là, je vais laisser la gage. Voilà, ça va rien. On a notre image, bah, comme par hasard, ça compile pour 2 fois S'. Là, j'ai assez S', qui a la même taille que mon objet. Et on fera tout de suite le troisième rayon pour dire qu'on a bien compris. Là, un petit peu trop triché. On va arrêter tout de suite. On va dire. L'objet, alors j'ai mis 6 graduations. J'ai mis 3 graduations le point F, et donc 6 graduations pour l'objet. Après, ça c'est vous qui voyez. Si vous pouvez totalement changer, il n'y a pas de souci, ça revient exactement au même. Donc, l'image, elle est réelle, inversée et de même taille. Voilà ce qu'on a. Et il nous reste le dernier cas. OA égale, c'est celui-là que je vais absolument faire. OA moins 0,5 S', que vous pouvez noter moins 1,5 de S'. Je vais faire comme calcul. Donc, pour les calculs, ça donne que OA' est égal à moins OA, moins OA, 1,5 fois S' sur moins 1,5 de S' plus S'. Ça nous fait OA' égale moins 1,5 de S' carré sur S' moins 1,5 et moins 1,5 de S'. Les demi se simplifient. Le S carré, donc ça fait moins S'. Donc en théorie, l'image se forme sur le plan focal objet. Et c'est négatif, donc l'image est virtuelle. Et enfin, pour le grandissement, ça nous fait OA' sur OA, donc moins S' sur moins 1,5 de S'. Moins plus, ça fait plus 2. Donc là, on devrait avoir une image droite et agrandie. On va le voir, on trace. Hop. Bah là, comme je sais que mon objet et mon image sont du côté gauche, tous les deux, bah, je peux le déplacer mal en plus, un peu plus sur le côté droit.
Là, axe delta, gentil, point haut. Qu'est-ce qu'on va faire? On a moins 0,5. Bah là, je vais prendre 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6 graduations pour F. 1, 2, 3, bah non, 4, pardon. 4. Enfin, on ne pourra pas dans le chemin. D'accord, j'ai mis F et F' à 4 carreaux, 4 graduations, ça dépend si vous prenez des carreaux ou des centimètres, toujours pareil. Mon objet il va être plus grand, donc il ne faut pas que je le prenne trop grand au départ. Allez, on va prendre une graduation. Un petit objet. Il n'est pas là, il est là. Là, c'est la moitié de A. Et c'est là que la construction la plus complexe que vous avez au programme de première. Au final, n'est pas tellement bon. Donc, on trace le rayon invariant, c'est-à-dire celui qui passe par B, par où là, il va s'ouvrir. Deuxième rayon, celui qui est pareil à l'axe optique. Je suis trop petit. Et lui, il ressort en S'. Alors, les rayons divergent. Comme le rayon bleu s'écarte du rayon rouge, ils ne vont jamais se croiser après la lentille. Par contre, je peux continuer à pointiller mon rayon bleu en amont de la lentille. C'est-à-dire que c'est un rayon qui n'existe pas, c'est un rayon virtuel. Et là, ils vont se croiser ces deux rayons. Parce que le rayon invariant, là, si j'avais continué le rayon en pointillé qui passe après la lentille, bah, le rayon initial. Pour revenir, je prends la dernière couleur. Le rayon qui passe par B, c'est par S. Ah, si lui ressort pareil avec ceci, pareil, je continue en pointillé, en amont de la lentille. Et là, vous voyez que ces trois rayons se croisent au même endroit. Alors, ma construction, elle est un petit peu frustrée, parce que j'ai pas été un peu précis. Je fais l'image en pointillé, parce que c'est une image virtuelle. Donc, on a une image virtuelle, droite, puisqu'elle est dans le même sens que l'objet. L'objet dirige vers le haut, l'image dirige vers le haut, et 2 fois plus grande que l'objet. Voilà, voilà. Un truc que je voulais. Bon ben voilà, on a corrigé. Là on a vraiment fini la partie lentille sur le cours lentille-convergence des couleurs des objets. Donc là on va ensuite faire les exercices que je vous ai donnés. Donc il y en avait 6, je crois, un peu plus. Et ensuite on va attaquer quels exos, quand ça part sur le mail. Alors une note. 6 pages, 351, 12 pages, 351, 13 pages, 351, 23 pages. Ça, je vous les donne, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi la sorte de fixe dans le calcul? Gamma. Tout à gauche. C'est le grandissement.
Alors, je regarde juste si c'est bien les bons que j'ai filés. Le 6, oui, il est bien. Le 12, il est bien. Le 13, il est bien. Le 23, on le fait aussi, il est important. Le 27, on ne fera pas tout d'un coup, hein. Vous faites ce que vous pouvez, à moins que ce soit rien. Et en dernier, le 26. Non, dans le calcul avec un demi. Qu'est-ce que tu vois un petit peu. Ah, là, ici, c'est multiplié, hein, c'est pas un. Juste en dessous. Là, t'es plus. C'est mieux. Encore un peu. Là, oui, je crois que c'est très mieux. Alors, attends. Le demande, là. Hop, t'as le micro. C'est bon, branche-le et attends un peu que ça se connecte. Je peux brancher ton micro, là. Mais non, on va essayer. C'est la fin, donc c'est pas trop grave. C'est au carré qu'elle voit pas. Donc, souvent. Tu m'entends? Oui, ça y est. J'entends. Elle, elle te dit qu'elle ne voit pas moins un demi de f prime au carré, on voit moins un demi de f un demi au tableau. Ah, d'accord, d'accord. Là où c'est barré, F prime carré. Et moi, je barre le carré. Ça va être ça. C'est ça, Jeanne? Ah non, je crois qu'elle a été virée. Ah ouais, dès qu'on met le micro, ça marche. Bon, pour les exos, 6, 12, 13, 23, 27, 26. Faites ce que vous pouvez en fonction. Pareil, hein, je ne peux pas vous surcharger de boulot quoi qu'il arrive. Le but c'est qu'on avance. D'accord, moi j'espère qu'on va corriger tous les exos. Si on le fait, tant mieux. Si on ne peut pas, tant pis. Ouais, c'est les pages de 351 à 355. Page 351 à 355. Ouais. Oui, bien sûr, on fera le cours après. Bien entendu. Bien sûr. Juste pourquoi A, c'est à gauche dans le dernier exemple. Ben justement parce que ton image est virtuelle et on a bien montré que OA' c'était moins S'. D'accord. Donc moins S', c'est négatif. Donc forcément il y a. Bon voilà pour ce cours. On se revoit mercredi. Alors, c'est pas 8 heures, d'accord, parce que moi j'ai pas accès au le lycée, il n'ouvre pas avant 9 heures. Et encore, il ouvre à 8h45 pour moi. Donc il faudrait que j'installe tout, donc ce sera 9 heures. D'accord. Et on essaie d'avancer comme ça. Donc rendez-vous 9 heures, mercredi. Et là, je vais prendre le deuxième groupe de ski. J'ai essayé tout de suite de libérer l'accès pour les vidéos. Je ne sais pas du tout comment on fait, mais bon. Ça marche. Le lien que vous avez envoyé la dernière fois, donc ça ne marchait pas.
Tu fais les premiers au moins, et puis bah, si tu vois que ça avance, que tu t'embêtes à la maison, que t'en as marre d'être confiné, que t'as pas de boulot, tu peux faire le reste aussi. Je leur dis ok, Quentin. Quentin, tu peux dire à la DNL, il n'y a pas de souci, vous faites une vidéo de moins de 10 minutes, vous faites un petit boulot, quoi. C'est de la DNL. J'accepte les revendications. Ouais, la tablette a planté. Bon, bah, il faut pas brancher le son. Je pense que quand tout, apparemment, pardon, Madame Valera, ça marche, je pense qu'elle est pas sur tablette. Hugo, tu as des dons de prédilection comme notre ministre, qui a prévu la reprise de l'école le 9 mai, même avant. N'y croyez pas, bien entendu. Ouais, ça fait beaucoup. Bah, le mois d'avril, quoi qu'il arrive, va être confiné. Ça, c'est- Allez, après, je vais envoyer le mail pour tous les autres, pour le deuxième cours, et puis on se voit mercredi. Allez, prenez soin de vous. Les deux, trois T, j'en sais rien. Franchement, je n'en sais rien. Dès que j'ai des nouvelles, je vous dirai. Au revoir.